Je voudrais commencer par une sorte de commentaire général parce que vous me demandez ce que les générations futures des anthropologues peuvent apprendre de ma trajectoire. Donc, je crois qu'il y a une sorte de commentaire général d'orientation sur mon opinion sur l'état actuel de l'anthropologie et sur le développement récent, surtout, pourrait être intéressant. Donc, je dois dire, donc, ça fait du temps que je suis entré dans le domaine de l'anthropologie. Ça fait non, milieu des années 60, donc ça fait presque 60 ans maintenant. Ça fait du temps. Donc, si je compare l'anthropologie actuelle avec la discipline au cours des années 60, là, je dois dire que ça me plaît beaucoup plus maintenant. C'est vraiment en rétrospectif, l'anthropologie des années 60 me semble assez claustrophobique, très très étroite et très très bien délimitée. Et aussi cette obsession terrible avec de faire le rival des sciences naturelles, d'avoir des lois et d'être aussi scientifique que la chimie ou je ne sais pas quoi. Maintenant, il y a certainement un sentiment de libération. Donc, on parle depuis les années 60, 70, on parle d'une crise en anthropologie. Bon, c'est très drôle de parler d'une crise permanente parce qu'une crise, en principe, c'est un moment décisif, mais donc, bon, et moi j'adore ça. Je suis très content qu'il y ait une crise permanente et qu'il y a sans cesse, et aussi une ouverture, une sorte de l'anthropologie est devenue mondiale, avec des approches mondiales. Et donc, dans ce sens, je suis très positif sur l'anthropologie. Il y a aussi ce qui est très frappant, par exemple, on y reviendra, mais c'est dans les années 60, l'anthropologie était très ahistorique, c'était très contre l'histoire. Donc, on faisait une opposition de principe entre l'anthropologie qui était une vraie science, qui était non méthétique, tandis que l'histoire était particulariste, etc., etc. Donc les anthropologues ne voulaient pas faire l'histoire. Ça a changé très rapidement, mais il reste... Et moi, oui, je crois qu'une attitude anti-ahistorique, anti-historique même, revient en anthropologie. Donc je dois dire, je suis très inquiet sur le courant ontologique qui devient toujours plus fort en anthropologie. J'étais très heureux avec l'accent dans les années 80, 90 sur hybridisation et maintenant, on voit un retour d'une obsession avec pureté, dans tous les sens. Et je trouve ça très inquiétant et je suis très étonné aussi que les jeunes générations sont vraiment pris par une obsession avec pureté, aussi dans ce sens beaucoup plus large. Mais dans l'académie, vous me demandez par exemple de comparer avec Clastres. Et je dois dire que je suis beaucoup impressionné par le courant amazonien en anthropologie qui a réussi à conquérir Cambridge plus ou moins et qui revient en force dans le laboratoire d'anthropologie sociale à Paris, une sorte de néo-lévi-straussien. Et je trouve c'est très très sophisticated, c'est très très fin et c'est moi, je vois de grands, grands problèmes. C'est complètement ahistorique, c'est aussi exotisant. Donc, les Amazoniens sont en dehors du temps. Donc, moi, je suis surtout Viveros de Castro. Je ne comprends pas comment il en sort, comment tu peux parler. Il oppose un regard
académique et un regard natif, indigène probablement, qui est sous le signe du regard prédateur du jaguar et tout ça. En Afrique, si je dirais ça, je serais automatiquement accusé du racisme. Mais lui, et j'ai compris, j'ai des amis brésiliens et j'ai compris que une sorte de groupe autour de Viveiros de Castro domine complètement les études des Amazoniens, tandis qu'il y a d'autres courants en anthropologie brésilienne. Mais moi, je suis très très étonné qu'il n'y a pas une réponse amazonienne qui n'aime pas tellement être comparée avec un regard prédateur du jaguar ou quelque chose comme ça. Mais ça passe et tout le monde est impressionné. Non, pas tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui sont impressionnés. Et bon, mais ça ne regarde pas seulement les Amazoniens, c'est une anthropologie qui, de nouveau, fait des oppositions radicales. Il y a l'anthropologie de... Mais ça, bon, mais ça va trop loin. Mais il y a toujours ces triades assez étonnantes, amazoniens, mélanésien et mongolien. Là, apparemment, les recherches de terrain, là, inspirent cette obsession avec ontologie. Ce qui, on revient à une sorte de nous et les autres. Le regard de Viveiros de Castro est en effet, c'est nous et il y a les autres qui sont différents. Et ça, je trouve un recul avec les discussions sur hybridisation, sur anthropologie comme dialogue. Et moi, je ne veux pas de dialogue dans cette tendance. Et c'est l'influence de la tour, évidemment, et je trouve inquiétant aussi. Bon, mais ça, bon, c'est une sorte de déclaration pour commencer. Donc, je suis très. Pour moi, l'anthropologie devait être sur la vie quotidienne, everyday, et ça devait être historique. Et si c'est pas historique, mais ça, peut-être c'est parce que je suis arrivé en anthropologie en partant de l'histoire, mais peut-être aussi une autre remarque générale, cette obsession avec pureté se retrouve dans la façon dont les discussions sur, plus générales sur racisme, MeToo, décolonisation se développent. Et là aussi, je suis choqué et on aura bientôt à Paris, fin septembre, une réunion du réseau de Bayard et Hibou, le Réa Sopol. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais en tout cas c'est une sorte de réseau européen. Et ils ont un panel, et là je dois consulter le titre, sur... où est-ce que je l'ai mis je l'avais mis quelque part. Ah oui, la science au péril de la normocratie éthique. Et là, c'est vraiment ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis. C'est plusieurs collègues qui ont été accusés par MeToo au racisme et en Royaume-Uni, en Angleterre aussi. Là, c'est surtout le racisme qui... Et ce sont des procédures choquantes, je dois dire. Je suis vraiment choqué que ça continue à exister. Donc, aux États-Unis, le Title IX, cette bureaucratie spéciale pour... c'est intéressant parce que c'est une... Title IX, c'est une spécification d'une loi générale sur l'éducation qui vise surtout à protéger les minorités, pas seulement sexuelles, raciales, etc. Toutes les minorités, mais en principe, c'est devenu aux universités, ça vise les universités, tous les établissements scolaires. C'est surtout les questions de harassment, d'intimité non voulue, qu'est-ce qu'on dit. Et là, les procédures sont ridicules. C'est vraiment... Si je vois que certains de mes collègues ont
éprouvés comme des droits de base, des droits humains de base sont complètement ignorés. Donc on ne sait pas de quoi on est accusé, on est censé ne pas prendre un avocat. On ne doit pas parler des accusations, on est immédiatement exclu du campus, etc. Et moi, je ne comprends pas que ça peut exister comme ça. Déjà, ça date de 2009 aux États-Unis, mais par exemple au Royaume-Uni, c'est le même. Ce sont des procédures complètement qui se moquent de tout principe d'égalité judiciaire et des droits de base. Donc je suis vraiment très choqué par ça et ça, la France sera différente, mais pas tellement différente. Donc, ça reviendra partout et dès qu'on en parle, on est accusé de sympathiser avec de prédateurs sexuels, c'est la terminologie, et de ne pas être choqué par MeToo. Et ce que je trouve très très choquant, c'est que les cas très graves semblent échapper. Ce sont toujours des des gens assez progressifs. Ça vise ce que je vois. Aux États-Unis, par exemple, les anthropologues sont souvent accusés, tandis que, bon, je dirais, bon, non, là, c'est un peu. Il y a d'autres facultés, disons, où il y a beaucoup plus de sexisme et beaucoup de. Et donc, les cas très graves échappent parce que c'est une sorte de. Généralement, c'est bon, ça va trop loin, mais cette obsession avec l'université qui doit être un endroit safe, sûr, bien protégé, c'est ridicule parce que l'université ne devait pas être ça. Et il y a très peu de protestations contre ça, tandis que si on parle d'un scandale sur les droits humains, on devait parler aussi de ça, je trouve. Mais ça, c'est un peu à côté, mais parce que vous êtes intéressé aussi dans des orientations plus larges. Et je dois dire, c'est vraiment important qu'il y a plus d'académiques, les anthropologues aussi, qui prennent position contre ça, parce que c'est choquant et ça a des effets très très graves, un climat de suspension. Mais thésards qui enseignent ont vraiment peur, n'osent plus. Donc c'est vraiment en Hollandais die gedachtepolitie, une police un gars qui surveille les pensées. Donc c'est vraiment. Bon, ça c'est. Mais tous ces points de vue généraux sont basés peut-être. Bon, je ne sais pas s'ils sont. Mais pour qualifier tout ça, pour comprendre mon intérêt dans l'anthropologie historique, c'est important que je suis arrivé en anthropologie en partant de l'histoire. Je ne sais pas, quant à moi, c'est pas nécessaire de parler tant de mon background personnel, mais peut-être, bon, mon père était professeur de français à l'université libre, mais lui-même, il a commencé comme enseignant au village, dans le sud des Pays-Bas. Ma mère aussi était institutrice, mais aussi, elle sortait aussi d'une famille assez. Donc, c'est en hollandais, on dit, ce sont des kleine luiden, de kleine luiden. Vous parlez le flamand ou non? Okay. Kleine luiden, c'est des gens, des petits gens, on peut dire. Et kleine luiden, c'est protestant, c'est pas catholique. Aux Pays-Bas, c'est protestant. Donc, de fin des années 19e siècle, non, il y a 19e siècle, il y a eu une émancipation des catholiques qui était reflétée par une émancipation des petits gens protestantes qui, donc, bon, je ne sais pas si je dois
aller si loin que ça. Ma famille, attention que c'était une famille de la campagne, tous les deux étaient... Bon, peut-être c'est intéressant. De mon grand-père, le père de mon père, refusait d'entrer dans l'église parce que son propre père, donc là on parle des années 80, 18-80, avait négligé sa ferme. Il a eu une ferme, mais il était tellement impliqué dans les conflits de religion, parce qu'il y avait les églises protestantes, il y a eu beaucoup de segmentation, et donc il y avait une bataille qui pouvait garder l'église, etc. Et donc c'est comme ça qu'il a gaspillé sa ferme. Donc mon grand-père était, donc il était d'une famille de ferme, de fermiers, non, non pas fermiers, parce que c'est pas une part, c'est pas une. Il était le propriétaire. Le fermier, c'est une. Bon, en tout cas, il avait une grande ferme. Et donc, il a gaspillé ça, et ça, c'est à la campagne, bon, qui a une ferme et qui ne l'a pas, c'est crucial. Donc, c'était une sorte de baisse qui a compensé. Donc, mon père, en se développant de instituteur, instituteur à l'école secondaire et finalement professeur, ce qui est assez spécial. La famille de ma mère n'était pas de... Donc là, oui, mais ça va trop loin peut-être. Bon, ben là, tu voyais déjà comment c'est... Ce que j'ai trouvé aussi, beaucoup, par exemple en Tunisie, c'était frappé par le même, que la hiérarchie n'est pas du tout stable. Donc il y a beaucoup d'élites de la campagne qui expérimentent une baisse et qui remontent ensuite, donc c'est pas du tout stable. Donc, par exemple, la famille de mon père était une famille dans tous les deux sens. Il y avait des fermes qui étaient perdues. Et dans la famille de ma mère, il n'y avait pas du tout de ferme, c'était des marchands de tout petits. Mais lorsque le mariage de mon père était, le mariage de ma mère était une sorte de mésalliance, parce qu'elle était bourgeoise tout de même. Son père était entré dans la marine, donc il vivait de sa pension et il vivait pas tout près de la ville, Middelburg. Donc là, c'était, elle était bourgeoise, tandis que mon père était une rustre de baie. Donc ça change sans cesse. Tandis que la famille de mon père avait eu des fermes, il était plus. Donc ça change sans doute, sans cesse. Ok, donc l'attitude vis-à-vis de la religion a toujours été assez compliquée. Ma mère était beaucoup plus religieuse que mon père, mais mon père nous a étonnés par... ne visitait jamais l'église, mais juste avant sa mort, il voulait avoir un enterrement dans l'église, mais c'était pas un retour très spirituel. L'attitude vis-à-vis de la religion était compliquée. Mais mon attitude vis-à-vis de la religion, c'est compliqué encore plus parce que mon père était à l'université libre, donc, et moi j'étais aussi, à cette époque, les Pays-Bas étaient pilarisés, on dit, donc il y avait, donc une fois que tu étais, moi j'étais protestant, donc je suivais l'éducation à des écoles protestantes aussi, l'école secondaire, donc c'était normal que j'allais étudier à l'université libre, parce que l'université libre, le nom triche assez, ça veut dire que c'est une université qui a sa propre fondation, fondement, donc ses propres principes. C'est basé sur de l'enseignement protestant. Donc c'est pas du tout tellement libre, c'est plutôt très... Donc il y a un grand contraste avec l'université libre à Berlin, qui était socialiste, mais l'université libre à Amsterdam était très très protestante. Et moi, je commençais à être un peu choqué par la façon dont on appliquait
la formule de fondation, on peut dire ça, la formule de grondslag, le principe de base de l'université. Donc il fallait, pour travailler à l'université libre, on devait en principe signer une déclaration qu'on enseignerait dans le sens de l'évangile. Ça, c'était toujours dans les années 80. Donc le problème était que l'université libre, au début, c'était financé par les contributions du Kleine Luiden, les petits gens du pilier protestant. Mais de plus en plus, il avait une subvention du régime. Donc, à partir des années 60, il était complètement, 60 ou même 40 peut-être. Il était complètement financé par le gouvernement, mais il voulait tout de même retenir la formule qu'on devait enseigner dans l'esprit de l'évangile. Et donc, mais ça, c'était difficile à maintenir, donc c'était toujours en bataille. Ça joue toujours aux Pays-Bas. Maintenant, ça joue, c'est spécial des Pays-Bas, cette lutte pour avoir une place protégée pour l'enseignement religieux, catholique aussi. Donc, on a une université catholique à Nijmegen, on a une université libre, protestante. Il y a d'autres, mais ça sont les deux principaux. Et maintenant, ça joue toujours pour les écoles secondaires, par exemple, pour les instituteurs homosexuels. Est-ce que donc il y a toujours qu'il essaye d'écarter des gens qui sont ou deviennent homosexuels? Et ça, maintenant c'est interdit, le juge est contre, mais il y a toujours des batailles sur ça. Donc pour arrondir, est-ce qu'on peut dire ça, mon background. Dans les années 80, on avait une politique que si on recrutait pour une position, il fallait faire deux listes de gens qui voulaient signer la formule de base et des gens qui dan wel, donc qui n'étaient pas contre, ou bien pas contre. Mais là, si tu voulais recruter le numéro 1 de liste ou bien dan wel, il devait être beaucoup mieux que le numéro 1. Il devait prouver qu'il était beaucoup mieux beaucoup plus qualifié que le numéro 1 de la liste des signatures. Et là, moi, j'avais plus envie de faire ma confession. Donc, j'avais fait dans une survol de mes activités, j'ai fait une remarque sur ça et là j'étais invité à m'expliquer devant un comité. Et donc c'était vraiment une sorte d'inquisition. Donc dès que j'entrais, je commençais à parler, un secrétaire commençait à écrire. Et donc là, j'ai décidé que je devais chercher un emploi ailleurs parce que et là, j'ai réussi à quitter l'université libre. Maintenant, ils sont très différents, mais c'est toujours, ça change tout de même. On a la même bataille avec l'université catholique, mais là, c'était encore parce qu'il y avait les jésuites qui étaient très puissants tout de même derrière l'écran toujours. Mais l'université catholique s'est décidée à changer son nom. Donc maintenant, c'est plus l'université catholique de Nijmegen, c'est l'université Radboud. Parce que Radboud était un évêque lors de la conversion des Frisons. Mais c'est très drôle parce que Radboud est aussi le nom du dernier roi des Saxons et qui s'est converti. Donc là, maintenant, on parle de 700 et quelques, et qui s'est converti aussi, mais donc là, lorsqu'il mourait, il a demandé s'il allait rencontrer ses aïeuls au ciel, et là, le missionnaire a dit non, parce qu'ils sont tous dans l'enfer, et là, il a refusé la conversion. Il est revenu au paganisme.
Et donc, c'est pas l'université Radboud n'a jamais expliqué très bien. On peut interpréter le nom de façon différente. C'est intéressant. Donc là, c'est le contexte dans lequel je travaillais à l'université libre. Et c'est aussi pourquoi donc j'ai commencé à étudier à l'université libre en 59. Donc ça fait du temps. Et là, c'était normal que je devais étudier histoire. C'est aussi, pour moi, les choix sont souvent négatifs, je croyais. Je ne voulais pas du tout apprendre le français parce que mon père était professeur en français. Donc j'ai commencé à étudier aussi allemand, juste pour... il y a aussi des raisons positives. Mais l'histoire était toujours le sujet que j'aimais beaucoup. Donc est-ce qu'il faut maintenant... Oh, je dois pour, là, peut-être c'est le moment de... Ok, 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 c'est bien.